Alexandre Gauchard, donc je suis l'agent développement sur la ville de Rieux-la-Pape, voilà, depuis mai 2011. Donc dans le cadre de la propos introductif, je préciserai un peu voilà, l'agent développement. Moi, je suis Lucie Herbé, donc l'étudiante qui est en stage actuellement. C'est un stage que je fais dans le cadre de mon master d'analyse de la politique publique, mais je fais aussi un master en sciences de l'éducation, et donc je travaille notamment sur cette question du projet plurilinguisme à l'échelle de la ville de Rio. Donc Jean-Luc Vidalin, je suis animateur formateur dans le cadre du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones et des voyageurs, et enseignant aussi, notamment à la du projet enseignant à Rio en élémentaire. Laurence Villamos, moi je suis pédopsychiatre, je suis responsable du centre pédopsychologique enfants et adolescents de Rieux qui dépend de l'hôpital du Vinatier. Et je suis responsable aussi d'une équipe de périnatalité qui dépend aussi de l'hôpital du Vinatier, basée sur le CMP de Rieux, mais qui dessert aussi les villes de Caluire, Neuville-sur-Saône, Sathonay-Camp, Sathonay-Village et donc Rieux aussi. Donc moi, Véronique Mescas, je suis responsable du secteur jeunesse de la médiathèque de Rieux-la-Pape. Mona Benyaya, directrice d'une association qui s'appelle Club de jeunes Zuprieux, qui fait de l'accompagnement à la scolarité du CP jusqu'à la terminale et qui fait des actions de soutien à la parentalité. Patricia Amblot, donc directrice d'une crèche qui s'appelle Primous, qui appartient au centre social de Rieux. Voilà, bon alors c'est moi qui ai introduit, je vous propose que l'on parle un peu des éléments de contexte de la ville de Rieux et voilà, dire quelques mots sur comment ça a démarré, le territoire de la ville nouvelle qui est le territoire donc quartier politique de la ville de Rieux, avec voilà, une population effectivement très très jeune, c'est souvent les spécificités sur ces quartiers-là. On a effectivement beaucoup de familles monomarentales, mais également aussi beaucoup de familles nombreuses, et surtout des populations avec de très faibles ressources. Donc voilà, donc dans le cadre de l'existence de ces quartiers-là, il y a des dispositifs qui existent, donc je reviendrai un petit peu après, mais ce qu'on appelle le contrat de ville, donc ce sont en fait des engagements que prennent les institutions pour aller développer des actions de développement social sur le territoire et aider les populations à retrouver soit du travail selon les cas, soit les jeunes à des meilleures formations, développer des actions éducatives, sportives, culturelles, voilà. On a coutume de dire que, alors moi quand je suis arrivé en 2011 à Rieux, c'était souvent effectivement ce qu'on me disait, on a coutume de dire que Rieux-la-Pape, une spécificité, c'est que dans le quartier, il y a beaucoup de communautés différentes. Il y a une forte population effectivement du Maghreb qui est souvent caractéristique des quartiers QPV, mais on a aussi des communautés asiatiques, Laos, Hmong, on a des communautés du pays de l'Est aussi, une communauté espagnole, italienne, portugaise, antillaise, turque, afghane, indienne aussi, la fête du Ganesh, je crois qu'il y a une des seules fêtes, je crois sur l'agglomération, la fête de Ganesh, c'est la communauté indienne de Rieux qui la porte. Donc pour le coup, on a un peu un terreau propice à ce genre de questionnement et d'interrogation et d'action autour du plurilinguisme. Alors donc, comment ça a démarré? Alors moi je suis arrivé en 2011, mais ça a démarré peut-être avant même que je sois arrivé, hein. Moi j'ai repris un peu le lien avec le groupe et le travail autour du plurilinguisme que récemment. Mais disons qu'en en parlant avec Jean-Luc, voilà, il y a eu à un moment donné l'idée qu'au sein de l'éducation nationale, en tout cas d'une école, il y a eu des questionnements qui ont émergé d'enseignants et de directeurs d'école, voilà, qui se posaient la question de quelle articulation entre la langue de l'école et la langue de la famille ou de la langue de l'enfant, la langue d'origine de l'enfant. Donc ces questionnements semblaient a priori nouveaux. Ensuite, ça s'est fait 2011-2012 peut-être, hein, on va dire ça sur cette époque-là. Il y a eu une démarche un peu individuelle qui a été lancée alors, par Jean-Luc, peut-être d'autres aussi, mais en tout cas de tester un peu ces questionnements, donc d'aller à la rencontre des structures sur le territoire, donc la crèche Frimousse notamment à l'époque, mais il y a aussi les premières rencontres avec le club de jeunes, dont on parlera tout à l'heure. Et puis la rencontre avec des directeurs et des directrices d'associations et des parents usagers. Alors, partant de ça, il y a eu le constat qu'il y avait beaucoup finalement de démarches qui avaient commencé à émerger, donc qui étaient peut-être un peu éparses, mais qui existaient. Donc, à cette époque-là, il y avait effectivement donc, le groupe de parole de Club de Jeunes qui avait un peu démarré. Je te passerai la parole après Mona pour en dire un mot.
Il y avait le démarrage des voyages à la crèche Frimousse, qui va être présenté un peu plus en détail un petit peu plus tard. Le démarrage de Champs et Naissance au niveau du CMP. Et puis, il y avait eu après divers débats, expositions, séminaires à la médiathèque qui commençaient à aborder un peu cette question-là. Donc, partant de ça, après, la première rencontre s'est faite en lien avec nous, le service du grand projet de ville, et Jean-Luc. Finalement, voilà, il y a une première rencontre, de dire tiens, c'est un sujet qui émerge sur le territoire. Nous, au niveau du grand projet de ville, on est un service qui, pour le coup, est assez ressource. Comme je vous l'ai expliqué, on touche un peu à tout ce qui est développement social des quartiers au sens large du terme, et donc tout ce que ça recoupe. Donc forcément, les questions du plurilinguisme se posent. Et donc, on s'est posé un peu en tant qu'accompagnateur, de dire, on va peut-être institutionnaliser quelque chose, ou en tout cas aider à poser des questionnements, accompagner les professionnels qui le souhaitaient pour en savoir plus, peut-être partager une culture professionnelle commune sur ces questions-là. Et donc on a travaillé un peu conjointement, et donc différentes actions du jour. Alors par exemple, il y a eu effectivement un forum qui a été organisé en 2014, un premier forum, avec un accompagnement spécifique d'une association qui s'appelle Du Lala d'une langue à l'autre, une association parisienne qui est spécialisée sur ces questions-là, qui est venue sur Rieux, qui nous a accompagnés à monter une journée sur le sujet, avec apport théorique et apport pratique, et ça a réuni 80 personnes. Donc c'est un peu une journée test, 80 personnes réunies de champs professionnels très très différents, l'éducation nationale assez bien représentée, mais aussi des partenaires associatifs, le club de jeunes était là, il y avait aussi le centre social, la médiathèque, voilà. Donc il y a quelque chose, il y a un besoin, il y a un désir d'en savoir plus, et donc on a pris la balle au bon. Par ailleurs, Du Lala, on a un peu proposé à Du Lala de continuer à nous accompagner. Donc pour le coup, très techniquement, c'est simple, c'est que dans le cadre de la politique de la ville, on a un beau document qui s'appelle le contrat de ville, qui permet en fait de décliner des diagnostics de quartier, des objectifs à atteindre et puis des pistes d'action. Donc on a inscrit la question du plurilinguisme dans ce contrat de ville, ce qui nous a permis après d'obtenir des financements de la part de l'État notamment, mais aussi de la ville. Et ça a démarré comme ça, donc Du Lala a fait des actions diverses de formation auprès de professionnels. Alors je crois beaucoup en ont profité, il y avait les relais d'assistantes maternelles, il y avait le club de jeunes qui en a profité, les crèches, médiathèques, voilà, on a fait pas mal d'actions autour de ça. Et puis en même temps de tout ça, on a souhaité aussi nous se structurer localement, et donc on a créé un comité de suivi qui réunit tous les gens qui sont là, notamment autour de la table, où on se voit assez régulièrement pour partager l'actualité, et puis surtout continuer de parler de tout ça, et puis de mettre en place des démarches d'accompagnement, de suivi, de porter des projets, voilà, c'est un peu l'organe qui s'occupe un peu de ces questions-là. Voilà, donc on a eu des financements de contrat de ville, et puis petit à petit, c'est vrai, on y reviendra peut-être un petit peu après, mais il y a certains professeurs, ça a été un cheminement assez long pour parler de ces questions du plurilinguisme. Certains ont vite réagi, se sont vite mobilisés, d'autres ont assisté un petit peu de loin à cette actualité-là. Et puis dorénavant, voilà, par exemple sur l'année dernière, on a eu des formations qui ont été demandées par un service de la ville qui s'occupe de la réussite scolaire, une formation un peu généraliste auprès des ATSEM, des classes, qui elles sont très très en contact au quotidien avec ces élèves, de défricher pareil ces notions, de leur doter d'apports un peu théoriques mais aussi pratiques, parce que dans le cadre de la réforme du temps périscolaire, elles sont amenées aussi à faire des choses aussi avec les enfants. Et donc ça a démarré, et Du Lala pour le coup n'intervient plus dans le cadre de la politique de la ville, du contrat de ville auprès de nous, mais des financements de droit commun, si je puis dire, au niveau de la ville ont été trouvés pour refaire venir Du Lala pour proposer ces temps de formation auprès de ce public-là. Voilà, donc ça c'était l'année dernière. Donc vous voyez, il y a un cheminement en fait, qui commence depuis 2012 et qui va jusqu'en 2016 et qui va se poursuivre, en tout cas on l'espère. Voilà, j'ai pas montré la frise, mais je vais vous la remettre un peu en papier, c'est peut-être plus pratique, parce que là, en fait, c'est une tentative de notre part d'essayer de mettre tout ce qui s'est passé depuis 2011, mais vous voyez, ça devient vite un peu... Donc voilà le papier, donc je fais tourner. Bon, certaines d'entre elles, on va en reparler là, donc on reprend peut-être un peu plus dans le détail de certaines d'entre elles. Voilà. Juste une petite question, le comité de suivi, oui. Il se réunit avec quelle régularité? Bon, il se réunit une fois tous les 2 mois, on va dire ça. D'accord, alors moi j'ai repris un peu
la coordination du comité de suivi il y a peu, mais ça devait être à peu près ça avant, je pense par le passé, une fois tous les 2 mois. Avec un petit groupe. Avec un petit groupe qui est Combien de généralement... Oh, bon, on est eu entre 8 et 10. D'accord. Ouais, c'est ça. Et après, multiprofessionnels aussi d'horizons divers, voilà, toutes les personnes qui sont ici avec moi en font partie, et il y en a d'autres aussi. Voilà, peut-être avant de parler de les crèches Frimousse, il y avait l'idée peut-être, Mona, en lien peut-être avec Jean-Luc, de revenir un peu sur la naissance de ces groupes de parole. Enfin, ça vous va, parce que c'est aussi comme ça que nous on a commencé aussi à en entendre parler. Je te laisse de parole tous les deux. Je vais dire un mot, puis après je te laisse. Donc moi j'étais enseignant, donc directeur d'école à l'époque où je me suis effectivement posé des questions sur l'articulation de la langue dans la famille et la langue de l'école. Après une bonne dizaine d'années d'enseignement, en fait, aussi à Rieux-la-Pâ, dans une autre école, plutôt en lien, des profils d'enseignants différents, mais j'étais plutôt en lien avec les parents, mais sans m'être posé cette question, en fait, du contexte de langue de mes élèves. Et par contre, en tant que directeur, là, j'ai été confronté à différents moments, aussi parce que les élèves allophones étaient dans ma classe. À une époque, j'étais à mi-temps directeur et enseignant en CE2, et j'avais 4 élèves allophones qui étaient arrivés, qui m'avaient un peu déstabilisé, parce que c'est aussi une expérience d'accueillir des élèves allophones, ce qui n'était pas le cas dans l'école d'avant, où il n'y avait pas de CLIN à l'époque. Donc c'est aussi cette expérience qui m'a fait me poser ces questions-là. Et donc j'ai commencé un petit peu à fouiller de mon côté. Du côté de la formation, effectivement, éducation nationale, il n'y avait pas d'éléments. Moi j'étais sur Rieux déjà depuis une bonne dizaine d'années en éducation prioritaire. Moi, on n'avait jamais fait de formation continue, en tout cas, sur ce sujet-là. Les CEFISEM avaient disparu depuis un bon moment aussi, alors qu'il y avait une bonne formation initiale quand même, moins sur le plurilinguisme, mais quand même qui permettait de rentrer un peu dans la problématique. Et donc j'ai commencé à une reprise d'études, on va dire, et à cette occasion-là, j'ai rencontré Mona pour un entretien, pour un dossier. Et donc, c'est là qu'on a fait un peu plus connaissance, même si on travaillait ensemble jusqu'à elle intervenait sur l'école avec des jeunes pour le soutien scolaire. Et c'est à la suite de cette rencontre, un an après, qu'on a rediscuté de la possibilité de travailler sur un petit groupe d'aide à la parentalité. À toi, Mona. Oui, merci. En fait, nous, on a travaillé sur le plurilinguisme grâce à Jean-Luc Videlingue, qu'on connaissait à travers l'accompagnement scolaire, et même bien avant, parce que quand j'ai commencé à travailler à Rieux, je le voyais, en fait, il travaillait dans d'autres écoles, et donc on se retrouvait dans des réunions voilà, sur le territoire. Et puis après, il est venu travailler, prendre la direction d'une école avec qui on avait beaucoup de partenariats, c'est l'école de la Villette. Et voilà, grâce à lui, ce partenariat, il a pu se poursuivre, mais se développer davantage. Et et puis un jour, il m'a demandé de me rencontrer. Et donc, il m'a parlé du plurilinguisme. Et c'est vrai que quand il m'a parlé du plurilinguisme, de cette façon d'aborder les choses avec les enfants, moi j'étais un petit peu effrayée, inquiétée, parce que je me disais, mais quand les gens ils veulent qu'on apprenne aux enfants le français avant tout, comment on pourrait défendre ce genre de projet? Comment on pourrait en parler devant les financeurs, devant les institutions, etc. Comment on peut persuader même les parents? Et j'ai un collègue qui arrive. Mais Jean-Luc, il avait les mots pour défendre Très éloquent. ce projet. Et cette façon, cette approche des apprentissages et même au niveau des parents, quoi. Il disait, non seulement au niveau il avait en tant que pédagogue, il avait des arguments au niveau du langage, tout ce qui est le langage, le fait de parler dans une autre langue. Moi, je ne connais pas vraiment dans les détails parce que je ne suis pas éducation nationale, mais lui, il a cette façon d'argumenter sur le langage et sur la langue. C'est-à-dire au niveau du langage, que ça ne perturbe pas du tout l'enfant, au contraire, et qu'au niveau de la langue et tout ça,
ben, c'était bien pour l'enfant et tout. Et moi, j'étais persuadée, avec l'expérience auprès des enfants, que j'y disais que moi, quand je voyais les enfants, par exemple, quand je faisais de la calligraphie, dans une langue maternelle comme l'arabe, et ben, je voyais les yeux des enfants qui brillaient. Les yeux des enfants qui brillaient, ben, ils étaient valorisés. Il y avait quelque chose qui se passait. Et l'enfant, il regardait, il était plus en confiance, il était fier, il était plus ouvert et il y avait quelque chose qui se passait, je le sentais. Et du coup, j'étais très très contente quand le CMP, il a été aussi collaboré dans ce projet et tout, les assistantes sociales, tout ce volet, moi, psychologique, psychique et tout ça, du développement de l'enfant, j'y crois beaucoup. Et quand j'ai vu qu'après, s'en est emparé de ce projet, la petite enfance à travers les crèches, à travers les garderies du centre social et tout, franchement, j'en suis ravie. Et puis, nous, on a commencé tout doucement avec Jean-Luc, hein, avec les groupes de parole et tout. Les parents aussi, ils étaient surpris qu'on puisse tenir ce langage, leur dire, vous pouvez vous autoriser à parler votre langue. Vous pouvez et tout ça. Donc, eux, on a commencé à les persuader. Et Jean-Luc, étant de l'éducation nationale, il avait la grande confiance des parents. Ça nous aidait beaucoup à avoir intéressé les parents, à monter ces groupes de parole et d'échange. Et puis après, on a travaillé sur un scénario. On a fait une pièce de théâtre sur cette problématique de langue d'origine. On a fait aussi des expositions, des groupes d'échange à la médiathèque et tout. C'était vraiment bien réussi. Et après, ben, il y a eu le territoire qui a bien voulu, au niveau du grand projet de ville, ben, se prendre en charge avec une grande ampleur et essayer de donner à ce petit projet qui est né comme ça sur un petit quartier, avoir une ampleur au niveau du territoire de Rieux et toucher beaucoup plus de structures, d'associations, d'institutions, l'éducation nationale, sensibiliser les enseignants et tout. Donc ça a permis d'avoir des moyens et ça a permis de constituer le comité technique de suivi des langues. Et puis bon, je vous laisserai les autres. Et puis il y a eu après, l'année d'après un projet qui s'appelle Ma langue est un trésor avec la médiathèque, où on y allait tous les mardis. Et donc avec Véronique, on essayait de mobiliser. Voilà, il y a eu aussi, on a eu la chance d'avoir aussi un service civique, SEMA, qui était très intéressé par la question, et qui connaissait Madame Nathalie Blanc. Marissa SEMA. Voilà. Vrai. Et donc qui a aussi fait la formation et qui a aussi engagé des choses avec la médiathèque, avec les enseignants auprès de M. Vidaling et tout. Et donc on continue à notre petite échelle, mais au niveau de Rieux, ça a pris une dimension plus importante et on est ravis. Voilà. Tout à fait. Oui, effectivement, ça part de ces actions-là et après, bon, ça va se structurer. Donc il y avait eu une autre action aussi qui a démarré en 2012, hein, c'est 2011. Ouais. Alors en fait, c'est vrai que voilà, moi je suis donc la directrice d'une crèche de Frimousse, donc qui appartient au centre social qui est sur la commune de Rieux et qui est implanté en plein cœur d'un quartier très défavorisé de la ville nouvelle. Et donc on accueille énormément d'enfants de cultures très différentes. Et une chose qui est très importante en crèche, c'est qu'on accueille non seulement l'enfant, mais on accueille aussi sa famille, et que la famille a une place très importante dans la crèche. Et depuis les années 2000, il avait été organisé des ateliers des mamans, c'est-à-dire ce sont des temps de parole pour les mamans, où elles peuvent venir se poser et donc débattre de tous leurs soucis qu'elles peuvent rencontrer en tant que maman, en tant que parent. Et de là, à partir de ces ateliers, il a été remonté par les familles donc une demande pour fêter des temps festifs qui appartenaient à leur culture d'origine, mais les fêter à l'intérieur de la structure.
C'est-à-dire que la première demande, elle est partie de maman du Maghreb qui nous demandait si elle pouvait fêter l'Aïd el-Kébir dans la structure. Et donc, c'est vrai qu'on s'est interrogé et qu'on s'est dit qu'on pouvait tout à fait ne pas mettre en avant le côté religieux de cette fête, mais simplement le côté festif. Et donc, on leur a donné l'accord pour donc faire cette fête. Et alors, du coup, elles ont été hyper emballées, hyper contentes qu'on les laisse donc profiter de cette fête. Elles ont décoré la structure elles-mêmes, elles ont cuisiné, elles ont préparé des petits cadeaux à tous les enfants de la structure. Et donc, du coup, toutes les familles qui venaient chercher leur enfant ce jour-là à la crèche s'arrêtaient et prenaient le temps d'échanger avec elles, de discuter de ce qu'elles avaient cuisiné, de leur costume traditionnel. Et donc, de là, on s'est dit que ouais, c'était beau d'accueillir ces familles et de leur laisser une place dans la structure en les valorisant et en leur laissant donc parler dans leur langue, montrer leurs origines. Et donc, du coup, ça s'est enchaîné ensuite parce qu'elles ont un peu lancé le truc. Et du coup, s'en est suivi, on a eu Noël russe, par exemple, une maman qui était originaire de Russie, qui nous a fait vivre un Noël russe. On a fait Nouvel An chinois. Et de fil en aiguille, après, tous les parents de toutes les cultures étaient très demandeurs. Et il faut savoir que l'interculturalité, c'est non seulement l'étranger, mais c'est aussi les régions en France. Et on a aussi des mamans qui sont françaises, mais qui sont originaires de Bretagne, par exemple, ou de Corse, et qui avaient très envie, elles aussi, de mettre en avant leurs origines. Donc, elles aussi, elles pouvaient tout à fait venir animer quelque chose par rapport à leur culture d'origine. Donc, ici, bon, vous voyez, on a quelques photos. Donc, comment ça se passe, les voyages? Alors, il va peut-être avoir... Voilà, les voyages, c'est quoi? Voilà. Donc, l'objectif, c'est soutenir et accompagner les parents dans leur fonction parentale. Parce que, comme je vous le disais, on accueille non seulement l'enfant, mais on accueille sa famille. Et si on n'accueille pas la famille correctement, l'enfant ne va pas se sentir bien. Et ça se passera plus ou moins bien donc dans la structure. Donc, c'est très, très important d'accompagner la famille au total. Valoriser les cultures et les traditions. Hein, on a la chance d'avoir une grande mixité sur Rieux-la-Pape. Et c'est une richesse. Et donc, du coup, de permettre à toutes ces personnes de se mettre en valeur, de vraiment qu'elles se sentent reconnues et accueillies toutes comme elles sont, c'est très important pour nous. Favoriser les échanges entre les familles de la structure et du quartier, parce que c'est vrai que des parents qui se croisent dans une crèche, ils peuvent très bien se dire juste bonjour, bonsoir, alors que là, grâce à ces voyages, ils prennent le temps, ils s'arrêtent, ils discutent, ils échangent, ils apprennent à se connaître et à vivre ensemble, et c'est très très important. Et puis c'est aussi rompre l'isolement, parce que sur le quartier, il y a énormément de familles monoparentales, beaucoup de personnes qui sont isolées, qui sont seules. Et le fait de se rencontrer dans ces fêtes, ça leur permet de faire des connaissances, de faire du lien. Et notamment, là, on voit la dame qui est en rouge, donc c'est une maman d'origine mahoraise qui nous a fait un voyage à Mayotte. Et cette maman, elle ne connaissait absolument personne sur Rieux. Et du coup, le fait qu'elle organise cette fête, elle a lié connaissance avec plein de personnes. Et du coup, maintenant, elle a des copines, elle a des amis et elle est très, très contente. Donc, c'est qui les voyages? Eh bien, ce sont des grands-parents, des parents et des enfants. Parce qu'il faut savoir que les grands-parents, eux aussi, ils ont envie de montrer leurs origines, leur culture. Et ils sont tout à fait invités dans la structure, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir. Donc, on a vraiment de l'intergénérationnel qui se joue. L'équipe de professionnels, parce qu'il faut une équipe qui soit motivée, qui soit investie. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas porter le projet. C'est sûr que moi, je suis convaincue que c'est hyper important, mais si je n'ai pas une équipe derrière qui suit, ça ne fonctionne pas. Là, elles sont toutes hyper motivées. Des professionnels aussi du centre social. À chaque voyage, on reçoit des visites du médiateur, de la coordinatrice famille, de l'infirmière. Ça peut être les secrétaires du centre social. Il y a plein de personnes qui viennent et qui viennent goûter les plats, discuter, échanger. Et donc, c'est hyper, hyper important. Voilà, donc quelques photos. Donc là, on a donc le voyage au Cameroun. Donc, on voit un petit peu les plats. Là, on avait vu un voyage au Maghreb, donc avec du henné. On a parfois donc, des personnes qui ont des talents, donc de musiciens. Là, notamment, il savait jouer du saxo. Il en a fait profiter la structure.
Voilà, donc c'est très très riche. Alors comment ça s'organise? Eh bien, on met en place des temps de rencontre avec les parents. C'est-à-dire qu'on commence toujours l'année, en septembre, par un café. On offre le café à toutes les familles et on met en place un tableau de compétences. Ce tableau de compétences, ça permet aux familles de dire, ah ben tiens, moi j'aime bien cuisiner, ah ben moi j'aime bien jardiner, moi j'aime bien peindre, moi j'aime bien raconter des histoires. Et en même temps, on leur demande ben, de quelles origines elles sont. Et grâce à ce tableau de compétences qui reste avec nous toute l'année, et ben après, donc on peut leur proposer, ben tiens, vous avez écrit que vous savez cuisiner, vous êtes originaire du Cameroun, est-ce que ça vous dirait? Oui. Vous avez dit que vous aimiez raconter des histoires, vous êtes originaire de Bosnie, vous avez envie de raconter des histoires en bosniaque. Donc voilà, c'est comme ça que ça vient, tout simplement. Ensuite, on met en place un calendrier avec donc, tous les différents voyages, c'est-à-dire que ce sont les parents qui viennent nous dire, ben, moi je serai disponible à cette date, est-ce que vous c'est possible? Et on met un planning pour bien sûr ne pas avoir plusieurs voyages en même temps. On essaye d'en faire un par mois, parfois on en a deux parce que ben, ça plaît tellement que voilà, on est un peu victime de notre succès. Ensuite, on organise avec le parent donc, le temps fort, c'est-à-dire qu'on va lui demander ben, qu'est-ce que vous avez chez vous qui peuvent représenter votre culture, qu'est-ce que vous pouvez amener. Donc il y en a qui vont nous amener le drapeau, des tissus, des décorations, plein de choses qu'ils ont de chez eux. Donc en fin de compte, la structure, elle prend les couleurs du pays ou de la région en question. S'il leur manque quelque chose, on peut tout à fait le faire. Là, par exemple, je vois lundi, on a un voyage au Sénégal, et le papa, il me dit, mais moi, j'ai pas le drapeau du Sénégal. Bon, on va le faire, nous, avec les enfants, ça va faire un atelier peinture. Vous voyez, donc en même temps, ça crée du lien. Si la famille, elle a une capacité de venir chanter des chansons dans sa langue, ce jour-là, on l'invite. Si elle veut raconter des histoires, si elle veut faire une activité spécifique avec les enfants par rapport pareil à son pays, c'est tout à fait possible. Enfin, on est très, très ouvert à tout. C'est vraiment le parent qui est acteur. Et ensuite, on réalise le temps fort. Donc, le jour J, si on doit se déguiser, comme vous avez vu, avec leur couleur locale, on le fait aussi, on joue le jeu. La maman mahoraise nous avait maquillés aussi. Voilà, on est vraiment prêt à tout. Hein. Et donc, tous les parents de la structure sont invités. Donc, ça veut dire qu'ils viennent, ils peuvent rester le temps qu'ils veulent, ils discutent, ils échangent. Il y a toujours le plat typique du pays qu'ils peuvent déguster. Donc, c'est de la dégustation. Hein, c'est pas un vrai repas, c'est de la dégustation. Et puis ensuite, on fait un bilan avec le parent qui a organisé le temps fort et un bilan aussi avec le retour des autres familles. Parce que ça a toujours plein de retours et c'est vraiment très très riche. Donc voilà, on fait 2 bilans en fait. Voilà. Alors, j'ai relevé quelques petits détails, des petites paroles qui pour moi sont importantes, mais il y en avait plein d'autres. Hein. Donc, une maman algérienne qui pleure de joie le jour où elle participe au voyage au Maghreb. C'est magnifique, merci de nous permettre de vivre un tel moment. C'est vrai que ça avait été beaucoup d'émotions pour cette maman. La maman de Mayotte qui avoue tout émue, c'est le plus beau jour de ma vie. En plus que cette maman, elle était vraiment seule sur Rieux, donc là, pour elle, plein de gens s'intéressaient à elle et lui adressaient la parole. C'était super. Et la maman du Cameroun qui envoie les photos de son stand à sa famille restée au pays. Ils ne vont pas en revenir, ils vont être trop fiers de moi. Parce qu'il ne faut pas oublier que souvent, ces familles, elles sont un peu seules quand même sur le territoire. Leur famille est restée au pays. Et du coup, le fait de montrer à leur famille que elle ne les oublie pas, elle pense à eux et elle met à l'honneur leur culture, leurs origines, ça leur fait chaud au corps et c'est hyper important. Voilà, donc quelques photos, vous voyez, donc voilà, des plats, dégustations. Là-bas, il faut un atelier cuisine ensemble. C'est vrai qu'au centre social, on a une cuisine où les habitants peuvent venir cuisiner. Donc certaines préfèrent venir cuisiner dans la cuisine du centre social. Donc comme ça, elles peuvent y aller en plus à plusieurs, c'est sympa. Elles transmettent aussi leurs recettes. Certaines, par contre, préfèrent cuisiner chez elles et amener à la crèche. Bon, ça, nous, il n'y a pas de souci. Voilà, alors donc les suites du voyage, c'est le projet du Vivre Ensemble. C'est vrai que sur Rieux, il y a un collectif Vivre Ensemble qui a été créé suite aux attentats. Et du coup, nous, on s'inscrit totalement dedans. Et le fait d'accueillir toutes ces cultures, toutes ces origines, c'est ça le Vivre Ensemble. C'est permettre de faire tomber beaucoup de barrières.
de permettre aussi au personnel de la structure. Moi, j'ai une professionnelle qui est d'origine maghrébine. Elle a le droit de parler en arabe dans la crèche à des enfants qui ne parlent qu'arabe chez eux, parce que parfois, c'est beaucoup plus rassurant. C'est vrai que parfois l'enfant pleure, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Voilà, moi je ne sais pas parler l'arabe, elle le sait, donc c'est vrai que on la laisse faire et au contraire c'est très très bien. Donc on se débrouille un petit peu, nous quand c'est l'anglais ou l'espagnol on arrive, mais bon, sinon c'est plus compliqué. Le projet plurilinguisme, nous on veut le poursuivre parce que grâce aussi à l'intervention de Bulala, on a mis en place des boîtes à histoire et des kamishibai en différentes langues. C'est-à-dire que les mamans peuvent venir raconter des histoires dans leur langue. Alors on a une boîte, par exemple on a le loup et les 7 chevaux, qui est écrit en plusieurs langues. Et du coup, eh bien, elles peuvent venir raconter l'histoire dans les différentes langues. Donc on va le continuer. Et puis la fête du centre social, pour nous c'est très important, une grande fête en fin d'année. Donc là, ça sera le 30 juin. On fait voyage autour du monde. Alors c'est dommage parce que la vidéo ne marche pas, Oui, mais voilà, je vous avais amené une petite vidéo en fait, où donc en fin d'année, toutes les familles, toutes les personnes qui ont participé ou qui n'ont pas participé, mais qui souhaitent faire ce voyage autour du monde, on leur ouvre les portes du jardin, elles peuvent venir s'installer. Donc là, on avait, pour cette date-là, on avait 20 stands, donc 20 pays et régions, je dis bien et régions parce que c'est important, d'installer. Donc, elles ont un stand, elles le décorent comme elles veulent, elles amènent toutes un plat typique et c'est un beau voyage que tout le monde fait parce qu'on passe de stand en stand. Et voilà, donc on peut avoir un atelier aîné, on peut avoir un atelier maquillage, on peut, voilà, donc ils vont de stand en stand. Et pour la petite anecdote, bon là on ne le verra pas du coup, mais une maman maghrébine, quand on avait fait ça, m'avait dit c'est super, on va avoir 19 stands super, plein de choses, mais vous à Lyon, vous avez quand même plein de choses. Et oui, c'est vrai, pourquoi on ne fait pas un stand lyonnais? Et c'est une maman maghrébine qui me dit en plus, vous avez du super saucisson et tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on a fait le stand de Lyon. Donc avec des quenelles, des tripes, du saucisson, le drapeau de l'OL, bien sûr. Et franchement, j'avais trouvé ça magnifique. Et ce stand de Lyon était à côté du stand d'Algérie. Et je trouve que voilà, pour la mixité et le partage, c'est vraiment du vivre ensemble. Donc voilà. Bien, merci. riche tout ça. On voit la crèche Rio, c'est très actif sur le paquet. Ah oui. Mais il y a aussi les services municipaux qui font des choses. La médiathèque. Ah, on n'avait pas présenté ça aussi, Patricia. Ah oui, il y a plein de choses. Ouais. Donc, avant la pause lecture, nous, on a travaillé, donc moi, la médiathèque, c'est un lieu de diversité culturelle. On touche les enfants comme de différentes cultures. Et puis, donc, ça s'est fait, les choses se sont faites, en fait, un petit peu, comment dire, un peu... après le contact avec Jean-Luc, petit à petit, moi j'accueille des classes, on a commencé par faire des choses, faire des histoires enregistrées dans une autre langue. Il se trouve que moi je pratiquais l'italien couramment, donc voilà, ça a aidé. Et puis on a mis en place avec Mona et Jean-Luc un atelier, Ma langue est un trésor. Cet atelier s'est vite essoufflé, il avait du mal à trouver son public, c'était à des temps, le mardi en fin de journée, voilà. Donc après, il y a eu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une formation, il y a eu du Lala sur la ville, et là, il y a une formation, boîte à histoire, et on est parti, on a intégré cette formation, on s'est dit, voilà, on va intégrer ça dans les accueils de classe. Et il a fallu, ça a commencé par moi, c'est moi qui ai porté ce projet à la bibliothèque enfant. Et puis après, petit à petit, toutes les collègues ont fait cette formation boîte à histoire. Et c'est intéressant parce que la boîte à histoire, ça a permis de raconter. D'abord, on raconte une histoire, on a fait le petit chaperon rouge dans la langue qu'on maîtrisait. Bon, pour moi, c'était l'italien. J'ai une collègue qui est d'origine perse, enfin qui connaît le persan, donc c'est génial, il ne s'attend pas du tout. Elle s'est autorisée parce qu'il fallait aussi se dire, oui, est-ce que je m'autorise voilà, il a fallu que je la convaincre, parce qu'au départ, c'était pas si évident que ça. Ah ouais, mais ils ne comprennent pas, quel intérêt. Donc on a expliqué tout ça. Et bon, après, je crois qu'on a tout été vraiment super.
il y a une motivation, ça j'ai trouvé ça très bien. Toutes les collègues se sont lancées dans cette boîte, avec cette boîte à histoire. Et ça a été après, en fin de chaque séance avec les classes, la surprise, c'était étonné. Il y en a qui rient, mais c'est normal. On s'est dit, les enfants rigolent beaucoup. Et après, on a questionné. Ça a permis de questionner. Est-ce qu'il y a des enfants qui connaissent une autre langue? Est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous savez parler une autre langue? Alors, arabe, oui, d'accord, mais dis-moi, qu'est-ce que tu sais dire? Et il faut savoir que tous les enfants ne s'autorisent pas à dire je parle arabe. Beaucoup disaient je connais l'anglais, mais quand c'est une autre langue qui est moins valorisée, ça n'a pas toujours été ce que je disais si évident que ça. C'est un fait, voilà. Et donc, ensuite, donc ça c'est une chose, c'est les accueils de classe. Et puis en 2015, nous avons, c'est notre deuxième année, nous avons mis en place dans le quartier dont parlait Patricia, à Lagné, un quartier donc, que tu as très bien présenté, une pause lecture. On a monté un dossier avec le GPV dans le cadre du contrat vie. Parce qu'en fait, effectivement, les Alaniers, c'est un sous-quartier de la Ville Nouvelle, mais c'est un sous-quartier où, en fait, vraiment en termes de problématiques sociales, on est dans le. Tous les voyants sont en rouge, en fait. C'est vraiment des territoires où il y a le plus de difficultés. Donc, dans le cadre du contrat de ville, on avait une vacataire, Marisa, dont vous parliez, qui était d'origine allemande l'année dernière, et puis qui faisait en formation, qui préparait le concours professeur des écoles. Donc ça a été vraiment, il y a eu un très bon investissement, c'est le lieu, la fréquentation est venue petit à petit, les mamans, on a fidélisé, parce que l'idée c'était quand même, l'enfant doit venir accompagné d'un adulte. Ce que j'ai encore redit ce matin, parce que on fait toujours des accueils de classe, et on parle de cette pause lecture aux enfants du quartier, et on ne vient pas seul, on vient accompagner parce qu'il y a une participation, il faut que la maman aussi, il faut que les parents s'investissent. Voilà. Oui, parce qu'il y a un côté aussi, effectivement, comme la pause lecture se déroule dans une structure de proximité de quartier, vraiment à côté de l'école, en plein milieu du quartier. Exactement. Des fois, on a un peu le constat quand on pose des actions comme ça se transforme vite, des fois, en garderie, en fait. Les parents posent des enfants. Oui, c'est ça. Donc, il y a aussi cet aspect-là. Donc là, pour le coup, la règle du jeu était celle-ci. Et on n'a pas de souci pour la faire respecter d'ailleurs, puisqu'il y a régulièrement des parents qui... Et puis, tout ce travail s'est fait en collaboration avec l'éducation nationale, les enseignants du quartier, on est allé les voir. Dans les classes, voilà, Marisa y est allée, il y a eu vraiment une sensibilisation. On est soutenu, je veux dire, c'est pas on est de la médiathèque dans son coin, c'est avec les enseignants. On les a rencontrés, on leur a présenté l'action, ils ont ouvert les portes... des classes, et effectivement Marisa, et puis cette année Bénédicte. Cette année, ça se poursuit avec une Bénédicte qui aborde. Alors, l'intérêt, on fait aussi découvrir, parce que l'idée, c'est quand même aussi que ces familles viennent à la médiathèque. Faut venir, c'est ouvert, la médiathèque, elle est pour tout le monde, elle est pour vous aussi, parce que c'est pas évident. J'ai testé encore ce matin, j'ai questionné. Tous les enfants ne viennent pas forcément. Oh, je connais, mais je connais avec la classe, mais je connais pas forcément avec mes parents. Donc après l'idée, on a fait des pédibus d'ailleurs. Qui ont bien marché à un moment donné. Voilà, on est venu en famille pour voir des spectacles, pour faire des actions, des séances à la médiathèque. Donc voilà, c'était pas gagné. Ça marche bien. Et là, on continue cette année. Et l'idée aussi, c'est de faire connaître, donc je disais, la littérature jeunesse, les albums, puisqu'il y a des tas de choses dans les histoires. Il y a des très belles histoires, très beaux livres dans toutes les langues. D'ailleurs, la médiathèque, on a investi, on a acheté des livres, on a développé le fonds plurilingue, et on a constamment, à l'entrée de la médiathèque, une grande affiche qui symbolise, c'est un espace donc, où on montre les livres d'une langue à l'autre, on a appelé ça, et donc là, il y a constamment des albums, des histoires, des livres CD dans d'autres langues, de toutes les langues. Voilà. C'est constamment présent pour savoir que mes collègues souvent veulent les enlever pour mettre des nouveautés. Je dis non, c'est vraiment, il faut symboliser, c'est un espace qui doit être toujours accessible et présent. Voilà. Donc, il y a, grâce aux histoires, travail des histoires, et bien Bénédicte utilise ces livres pour lancer des animations. Là, on a eu un travail il y a eu des travails sur les couleurs, les onomatopées, les cris des animaux dans différentes langues. Elle prépare vraiment son animation. C'est vraiment l'animatrice. Elle fait faire aux enfants des associations d'étiquettes de couleurs. Voilà.
Là, on a fait un travail sur le bleu, dans différentes langues. Le bleu, il y a anglais, je crois arménien, parce qu'il y a eu le jeune stagiaire que tu as amené. Oui, parce que pour l'anecdote, dans le cadre des Voilà. troisièmes, ils ont des stages découvertes à faire Voilà. d'une semaine, donc au GPG, on C'était a une accueilli chance. 2, dont un, Voilà, le dernier, qui est une vraie pépite, s'appelle Super. Arman, qui est C'était très arménien intéressant. d'origine, mais il a Voilà. vécu en Russie, et puis s'est installé, et après il a vécu en Moselle, et puis là il Mm. s'est installé à Rieux depuis il y a 3 mois, et je l'avais emmené à la pause lecture, Il il a parle pris 3 goût, hein. langues, il dit je veux y Il faut revenir, revenir. et puis il est venu, alors j'y étais pas, Non, quand mais il est c'est- venu faire accompagner tu la y étais, médiatrice, Ouais, mais voilà, un petit gars super, super chouette en fait, voilà. Donc il a dit qu'il y reviendrait, après oui, je Et puis les mamans alors qu'il est pas obligé. participent. Tu vas dans ce sens, tu es d'accord. Les mamans voilà, sont présentes, participent, ont envie. Voilà. Alors après, on a fidélisé. Oui. Bon, après, il faudra peut-être retrouver, je sais pas, d'autres mamans, d'autres. Ouais, il faut regarder ça, ouais, c'est ça qu'on a. C'est pas évident, mais bon, ce qui est bien, on a fidélisé, on a nos enfants qui viennent régulièrement, qui sont en attente, qui attendent Bénédicte, et puis ils viennent à la médiathèque, ils viennent voir des choses. On C'est a ça. fait, avec Gulala, on a eu en fin d'année un spectacle qui s'appelait Couler coloris, sur juste plurilinguisme, et on a fait donc, ces mamans sont venues, elles sont venues écouter ce spectacle, et puis certaines se sentent, je pense, plus à l'aise parce qu'elles nous retrouvent aussi, elles nous voient à la médiathèque. Parce que la médiathèque, ça peut être impressionnant, c'est un lieu quand même, la culture, et je pense que ça désacralise aussi pas mal, c'est important. Bah oui, un des objectifs, c'est aussi le rapprochement Voilà. des institutions, des services Voilà. publics vers les habitants sur ces quartiers-là qui sont effectivement Oui. sont moins utilisateurs pour x, y, z raison. Mais c'est vrai que les passerelles d'ouvrir la porte pour franchir la médiathèque, c'est plus difficile. Voilà, auprès parce que de quand ces on touche une populations-là. classe, on touche les enfants Et à là, travers une classe, c'est une chose, mais là, on a les mamans en Ah oui. direct. Parce que nous, avec les classes, on n'a pas les mamans. Là, on a la famille, c'est bien, c'est important. Oui, et puis pour le coup, dans le cadre des classes, c'est un peu un public captif, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais c'est l'enseignant qui amène les enfants vers la médiathèque. Là, c'est une démarche plus familiale ou même amicale, des fois, parce qu'elles finissent par se Exactement. connaître et elles vivent avec les enfants. Donc, il y avait aussi ce côté-là, donc on traduit aussi à défendre, accès aux services publics, rapprocher les institutions des habitants, et la démarche d'action autour du plurilinguisme a permis ça. Et donc, pour le coup, Et puis nous, on intervient aussi dans vos équipements sur toute la ville, parce qu'on est 3 bibliothécaires, et on va dans les crèches, et on fait aussi des... Alors peut-être pas forcément, on n'a pas forcément fait des actions. Moi, il y a de plus en plus de camis, parce que nous, on les fabrique pas, on en a acheté, et qui sont plurilingues, et on raconte, on peut raconter... voilà. Alors nous, il y en a un qui a été fait par les mamans. Voilà. Parce qu'on avait Exactement. participé au concours du Kamishibai, et donc les mamans avaient écrit un Kamishibai en plusieurs langues. Et d'ailleurs, il avait fait lien avec la maternelle. Voilà. La maternelle, parce que les Ça, c'est mamans bien. qui avaient des enfants qui quittaient la crèche avaient, avec le Kamishibai, étaient dans l'école maternelle. Donc il y avait vraiment eu un lien intéressant entre la crèche et l'école du quartier. Tout Rieux connaît le Kamishibai, je Ben crois. voilà. De la, Ah bah de la ouais, maternelle, ça, de la crèche jusque... Voilà. c'est ça, c'est vrai. Voilà, merci. Laurence, pour Ouais, alors, Change en scène. comment je me dis, les mots qui reviennent beaucoup, j'entendais, c'était passerelle et ouvrir. Et je me dis, c'est vraiment, ces mots sont revenus et c'est vraiment ça. Donc évidemment, en tant que pédopsychiatre, mon regard est du coup auprès d'enfants plus en difficulté et avec une arrivée sur le territoire français qui est souvent difficile, dans la rupture, dans la cassure, dans souvent des vécus aussi au niveau de la guerre. Donc ils viennent avec des traumatismes souvent très forts, parce que on perd ses racines, ses amis, sa famille. C'est pas toujours choisi non plus, voulu d'arriver ici. Donc nous on voit des enfants souvent en grande difficulté. Et du coup c'est vrai que très vite la question de la langue, c'est vrai que vous le rappeliez, vu la population, le nombre de langues, la question de parler, de reprendre avec la famille des mots de leur langue était évident en consultation pédopsychiatrique. Je crois qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui s'ouvre justement quand on reprend, ne serait-ce qu'un mot. Donc, je me rappelle d'un petit enfant autiste que j'avais appris en laotien, c'est un canard, c'est pète, c'est le seul objet qu'il avait trouvé, donc j'ai vu pète, alors je me rappelle que de ça. Et du coup, il est revenu avec son canard tout le temps, mais je pense que le fait que moi je reprenne avec lui cette langue maternelle et que
ça a vraiment ouvert, en tout cas pour lui, un possible vraiment intéressant. Et du coup, nous, notre travail, c'est aussi de remettre en mouvement souvent des processus psychiques qui sont bloqués, qui sont arrêtés, qui ont été sidérés. Donc en périnatalité, en consultation, j'utilisais beaucoup aussi les comptines. Donc il m'est arrivé une fois une toute petite fille qui devait avoir 6 mois, mais qui était déjà dans un retrait très fort au niveau relationnel. Je demandais au papa, mais vous, votre maman, qu'est-ce qu'elle chantait? Et il dit, ma mère, c'était la guerre. Et en fait, elle avait inventé une chanson, cette femme, pour retrouver tous ses enfants après une attaque dans le village en Afrique. Donc ils étaient tous partis, tous machin. Et du coup, après, elle essayait de retrouver ses enfants, savoir ceux qui avaient été rendus ou pas, enfin ceux qui devaient plus rester. Et du coup, elle leur avait inventé cette chanson en disant, bah voilà, t'inquiète pas, et on est tous là, tous ensemble, et c'est fini. Et du coup, il a chanté cette chanson-là à sa fille. Et tout d'un coup, sa fille, c'est complètement, mais alors, elle est née là dans le bureau. Enfin, il y a quelque chose d'une naissance. Du coup, je me suis dit, c'est vraiment important cette question de la langue, des chants, des comptines. Et du coup, on a mis en place on a eu la chance aussi que, puisque moi je dépends de l'hôpital du Vinatier, que Colline Roger fasse un appel à projet tisseur de son, puisqu'elle est responsable. Donc la ferme du Vinatier, c'est le lieu culturel sur l'hôpital du Vinatier. Donc ils ont des fonds de financement pour l'accès à la culture sur les personnes hospitalisées ou en soins sur l'hôpital du Vinatier. Donc du coup, dans cet appel à projet, tisseur de son, je me suis dit, bah, tiens, c'est vraiment intéressant, on va faire un projet tisseur de son, tisseur de soins, et pouvoir mettre en place un groupe thérapeutique, donc chant et naissance, pour des mamans enceintes, des mamans avec leur nourrisson, qui pourrait permettre de travailler sur l'accordage mère-enfant à partir des comptines. Donc aider les mamans déjà aussi à chanter à leur enfant, à être dans l'échange relationnel, et puis aussi du coup nous soignants, de pouvoir être plusieurs soignants, psychomotriciennes, pédopsychiatres, et puis une sage-femme du Conseil général du Rhône. Et grâce à la ferme du Vénaté, dans ce projet, c'était la possibilité d'avoir une musicienne du conservatoire de Lyon qui pourrait nous aider à avoir une base. Parce que je me disais, chanter dans toutes les langues, ça va être un peu compliqué. Si on a au moins une base de musique avec un instrument de musique, au moins ça nous tiendrait un petit peu de soutien et de base. Donc on a mis en place ce travail qui a été vraiment très intéressant, où les mamans sont vraiment bien mises, et puis vraiment il y a quelque chose d'un travail sur la relation avec l'enfant. Bon, alors je passe peut-être pour le côté très psy, mais en tout cas ça a été vraiment un groupe très intéressant, très porteur. Il y a plein de niveaux du travail de soins. Et dans ce travail, on avait l'obligation aussi d'ouvrir, parce que dans notre contrat avec la ferme du Vénaté, il fallait aussi qu'il y ait quelqu'un d'extérieur qui vienne un jour à ce. Donc est venue en fait Landia Andrea Boanoji, qui est une musicienne, chanteuse, danseuse, qui était soprano du chœur et soliste de Lyon Bernard Tétu, qui travaillait beaucoup sur les comptines, qui a fait un CD aussi de comptines. Et quand elle est venue à ce groupe, alors moi qui travaillais plus sur la relation mère-enfant, elle s'est adressée aux mères en tant que femme. Et alors du coup, à la fin du groupe, les femmes étaient toutes debout, en train de faire des you-you, des trucs. Je me suis dit, non, c'est trop beau. Il faut qu'on propose aux mamans qui viennent du coup au CMP des ateliers avec Landy. Et puis, donc on a fait un autre projet qui a été donc chant en scène, où les femmes donc, pouvaient venir, c'est un groupe ouvert aussi, mais dans un atelier pour travailler sur l'action de la voix corporelle, et puis du coup amener leur expérience, leur histoire, leur culture, leur chant. Et puis l'idée c'était d'en faire un spectacle. Alors un spectacle, moi notre idée c'est un peu oublié. Là aussi on a une obligation avec la ferme du Vinatier, que ça soit ouvert sur l'extérieur. Donc je me dis on va faire un petit atelier en fait en fin d'année, voilà, avec un public. Puis bon, c'était sans compter sur Landy, et du coup qui est une personne, et du coup qui a fait vraiment un spectacle avec les mères, et qui a fait quelque chose de vraiment chouette. Mais du coup c'était pour dire combien il y a quelque chose d'une ouverture quand on a une reconnaissance de la langue du coup maternelle, et que la mère puisse s'autoriser aussi à parler à son enfant dans sa langue maternelle, parce que souvent il y a des femmes qui s'empêchent. Du coup, elle parle un langage
qui n'a plus l'émotion. Et on sait bien qu'en psychiatrie, le premier langage, il n'est pas verbal avec des mots, il est musical. C'est ça, c'est le rythme, le son. Et du coup, ça fait un son, un rythme qui devient haché en français. C'est pas spontanément. Donc elles perdent. Alors, il y a quand même un échange, mais il y a une perte quand même énorme au niveau de l'émotion et de la. Donc du coup, ça c'est super important que dans le groupe Joie et Naissance, ça c'était vraiment chouette du coup que l'enfant retrouve aussi une musicalité, en tout cas, chez sa mère. Et donc en pédopsychiatrie, on sait combien c'est super important, c'est le premier temps chez l'enfant pour son devenir futur aussi. Voilà, résumé très vite. Donc il y a quelques photos, je vois que De toute façon, on les voit bien. Donc ça avait été présenté le 28 juin à l'espace Baudelaire, donc voilà, ça avait été présenté aussi, je crois, ah non, c'était dans le cadre du forum à la MJC, je crois que c'était la suite quand on fait ça. Ouais, parce que du coup, c'est présenté à l'espace Baudelaire, ouais. Et du coup, la mairie a fait une journée du Lala. Deuxième. Exactement. C'était à la MJC. Très bien, ça va. Donc il y avait des photos, les femmes ont mis des photos des enfants, des photos de leur pays. Je crois qu'on avait mis ça comme image, ouais. Oui. Bon, merci, France. Ouais, vous avez pu voir, effectivement, il se passe encore une forte actualité en la matière sur Rieux. J'espère que on espère que ça continuera et que ça continuera à se développer. Nous, on a souhaité, plutôt sur l'année 2017, concourir on avait besoin qu'on ait un travail un petit peu de capitalisation de tout ça, d'en faire un bilan, notamment effectivement faire le bilan aussi de l'intervention de Dulala qui est venu sur Rieux quand même pendant plusieurs années. Donc on avait besoin de se dire d'où on est parti, où est-ce qu'on arrive, qu'est-ce qui se passe sur le territoire, capitalisons un petit peu tout ça. Et donc c'était le travail de Lucie qui a démarré il y a peut-être 2 mois, tout ça, même pas 2 mois, un peu moins, qui se poursuit, qui n'est pas terminé, mais voilà, on s'est dit on en profite de l'occasion de vous voir pour partager ensemble des petits éléments de bilan intermédiaire de son travail qu'on va vous présenter tout de suite, si on est d'accord. Je crois qu'il n'y a pas le choix d'ailleurs. Donc, tu me dis pour voilà. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi donc, je suis en stage en master d'analyse des politiques publiques. Je fais aussi un master à distance en sciences de l'éducation. Et donc, en fait, je cherchais à trouver un terrain par mon stage qui me permettait de travailler sur l'éducation interculturelle et les politiques éducatives locales. Donc, c'est comme ça que j'ai fini par rencontrer Jean-Luc Vidalinck, qui donc m'a orientée sur le terrain de Rieux et cette question du plurilinguisme dans ces différentes structures et de manière plus aussi structurée au niveau de la ville. Donc, ce qui me permet d'étudier d'un côté un peu l'idée de co-construction de cette politique éducative locale, qui est aussi une thématique qui revient assez fortement parmi les partenaires, et sur le côté un peu plus sciences de l'éducation, l'interrogation autour des nouveaux rapports pédagogiques que ces types de projets peuvent permettre de mettre en place. Donc c'est une approche vraiment transdisciplinaire que j'essaye de mettre un peu en place, que ce soit pour le travail avec le GPV et dans mes travaux de recherche plus personnels, donc en essayant de croiser les enjeux pédagogiques, sociaux et politiques. Comme disait Alexandre, c'est un petit peu le temps du bilan dans lequel je m'inscris. Donc les objectifs sont de recenser les pratiques et les mettre en récit, donc par une approche socio-historique de la construction de l'action. Donc par les pratiques, j'entends ce que justement, entre autres ce que vous ont présenté les personnes présentes ici. Apporter un petit peu de la visibilité à un ensemble d'actions mettant en jeu des partenaires variés. Donc voilà, c'est un petit peu la même chose aussi. Expliciter les évolutions des représentations, des pratiques et des outils du point de vue des professionnels et aussi on a l'idée d'essayer d'évaluer ça du point de vue des familles, donc ce que je dirais plus loin que c'est quand même quelque chose d'un peu plus délicat. Évaluer l'accompagnement du Lala et plus largement ce qui s'est traduit en termes d'institutionnalisation et de structuration des actions. Également d'esquisser une approche prospective, donc tout ce qui revient un petit peu dans les attentes et les besoins des partenaires,
en proposant des perspectives, notamment sur l'ingénierie de projet, la coordination de l'action, la capitalisation des expériences, la mutualisation, etc. Également, faire un travail un peu de clarification des objectifs sociaux et pédagogiques du projet pour assurer une meilleure lisibilité politique de l'action et de ses finalités. Notamment l'attention un petit peu des représentants politiques et également des partenaires, donc pour un petit peu fixer, on va dire, clarifier le cadre un peu théorique et pratique dans lequel on s'inscrit. Juste rapidement en termes de méthodologie, pour que vous voyez un petit peu quelle a été mon entrée sur le terrain, puisque moi je ne suis pas si ancienne que ça du tout dedans. Donc j'ai commencé un petit peu un travail de rencontre avec les acteurs des différentes structures impliquées, en essayant d'identifier quels ont été les acteurs clés, donc historiquement, et quels ont été les relais derrière des actions. Donc en essayant de comprendre les motivations des acteurs et l'intérêt qu'ils portent au projet et qui portent donc leur action. J'essaye aussi de voir comment on peut étudier les actions au-delà des acteurs, donc en mettant en évidence la manière dont les actions évoluent dans le temps et au-delà des actions un petit peu ponctuelles et éparses qu'on peut désigner comme ça. Donc en cherchant à identifier, ce dont on parlait tout à l'heure, la constitution d'une culture commune chez les professionnels qui ne sont pas tous forcément d'un même parcours de formation et de trajectoire professionnelle. Également, j'essaye un petit peu de faire des rencontres avec des familles volontaires pour témoigner de leur expérience vis-à-vis de ces actions. Donc pour le moment, j'ai fait 10 entretiens, dont un entretien de groupe avec des parents, et il y en a encore pas mal qui sont prévus, mais vu que ça fait juste 6 semaines que je suis là-dedans, c'est vrai que tout n'est pas encore mis en place, on va dire. Donc je vais vous exposer quelques premières pistes d'analyse, donc c'est pas forcément toujours très très structuré, mais c'est un petit peu ce qui ressort et ça se recoupera avec ce qu'on vous a présenté avant. Donc déjà, on note l'importance de la dimension personnelle et interpersonnelle, qu'il s'agisse des éléments de motivation des individus et des échanges, pour la dimension interpersonnelle, tout ce qui revient dans les échanges informels qui mènent à ces actions, donc avant même, on va dire, l'institutionnalisation de la chose. Donc les liens, ce qui se traduit par les liens entre les acteurs. Malgré tout, on note la nécessité d'une légitimité des acteurs à agir et pour renforcer notamment les moyens de leurs actions. Ça se traduit par la nécessité d'un consensus sur l'utilité du projet et sa cohérence, donc que ce soit au sein d'une équipe ou bien même au niveau de la ville. Notamment, ce consensus est profondément lié à la légitimation des acteurs et de leur action par leur hiérarchie. Donc, ce qui nécessite parfois un petit peu des clarifications à ce sujet-là, et qui montre qu'il y a un besoin d'appui institutionnel, donc qui ont été trouvés parfois à la ville, mais qui sont parfois peuvent être encore incertains. L'éducation nationale aussi, c'est un sujet de débat, donc c'est vrai que cette légitimité-là, elle a son poids dans l'action et dans la capacité des acteurs à se mobiliser. Dans le cas du CMP, je pensais à l'hôpital, c'est pour ça que je l'ai mis aussi. On se rend compte que c'est une question qui est éminemment politique, donc que ce soit par les acteurs proprement politiques ou d'autres acteurs, mais les opinions et les positions des institutions ont leur importance. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le bouleversement des cultures professionnelles et institutionnelles. Donc, il y a justement ces éléments de culture commune, mais il y a aussi l'importance des histoires institutionnelles, avec le cas particulier de l'école notamment, qui dans les représentations, dans les rapports aux familles quand même induit un certain positionnement qui n'est pas forcément évident, du fait de la prégnance de la culture institutionnelle sur le rapport aux langues et d'une hiérarchie aussi qui est un petit peu, qui est différente, qui a une forme de centralisation quand même dans la diffusion de ce qui concerne les programmes, etc., qui n'est quand même pas la même chose qu'au niveau de la municipalité. Donc voilà, j'avais noté une citation d'une enseignante qui me disait « C'est un peu des deux côtés, je pense qu'il y a un peu une peur des enseignants et une peur des parents aussi de rentrer dans l'école. Je pense qu'il y a de la souffrance des deux côtés. » Donc cette idée de souffrance montre qu'il y a quand même un poids culturel. Il faut se penser que les parents qui sont aujourd'hui, donc les parents ont été à l'école quand même à une époque aussi où la langue, le rapport à la langue était absolument pas le même que celui d'aujourd'hui et était vraiment caché, on va dire. Ensuite, en ce qui concerne la petite enfance, on note aussi les spécificités. C'est un discours qui revient assez souvent, c'est que c'est un bon endroit pour faire du plurilinguisme, qu'il y a
un rapport qui est différent aux parents, qui sont plus présents, même physiquement dans les crèches, qui a plus d'outils, qui peuvent être plus faciles à manier. Donc voilà, malgré tout, ça reste un travail pluridisciplinaire et interstructure, et c'est ça qui fait un petit peu la force, qui porte la dynamique de la chose, on va dire. C'est à la fois la pluridisciplinarité dans les équipes pour certaines structures, et les liens extérieurs avec d'autres professionnels, donc il y a un bon fonctionnement, même si souvent on note que ces liens ne perdurent pas forcément au-delà des formations, donc ce qui demanderait peut-être d'être renforcé. Donc on peut voir aussi un changement général de posture. Là, c'est 2 citations d'une responsable de crèche municipale, donc, qui disait « Du lala, on s'est rajouté dessus parce que c'était une proposition qui était faite, mais dès qu'on en a parlé à l'équipe, ça a tout de suite fait écho à des situations qu'on vit au quotidien. Même si les choses ne sont pas vraiment mises en place concrètement, en termes d'ouverture d'esprit, d'accueil culturel, c'est des choses qui ont ouvert encore plus les esprits. Et au niveau de l'accueil, quand on fait des adaptations des enfants, c'est quelque chose qu'on perçoit chez les professionnels. » Donc c'est l'idée un petit peu de l'éveil aux langues ou du plurilinguisme, de l'acceptation du plurilinguisme, par les touches du quotidien, par une posture d'ouverture, donc qui n'est pas forcément opposée à ces projets qui sont plus mis en place, mais qui vraiment viennent en parallèle. Donc ensuite, en ce qui concerne la modification des rapports pédagogiques, il y a quand même ça entre dans un petit peu le processus de meilleure sensibilisation à l'identité de l'enfant dans sa globalité. Donc une enseignante qui disait le fait d'avoir eu des formations, ça fait qu'après on est un peu plus sensible et qu'on sait rebondir sur ça. Et aussi dans une crèche municipale, quelqu'un nous disait il y a moins d'angoisse de la part des professionnels. Donc à propos de l'intégration de l'individuel dans le collectif, donc il y a un axe en fait de leur projet éducatif, et c'est par cet axe-là un petit peu qu'elles rentrent dans cette question-là de la particularité des enfants plurilingues. Donc ensuite, on peut voir aussi que cette prise en compte de la langue, elle demande aussi une posture d'apprentissage singulière. Donc les professionnels souvent incitent les parents et les enfants à enrichir le contenu. Donc une maman de la pause lecture m'a dit à ce sujet, ça prouve qu'ils sont intéressés par nous. Donc, voilà. Cette posture d'apprentissage, elle peut être difficile quand même pour les professionnels, ça correspond un petit peu à une mise en danger, donc parce qu'il s'agit quand même quelque part d'accepter d'utiliser des langues qui ne sont pas maîtrisées par les personnes responsables de l'animation. Donc la responsable de crèche me disait c'est la chose qui est la plus compliquée dans notre présentation. Je pense qu'on a tout du mal à dépasser notre incompétence, enfin ce qu'on pense être une incompétence. Voilà, donc tout ça, ça contribue aussi un peu à réduire la rupture langagière famille structure extérieure, donc en sortant d'une vision proprement dichotomique de ces deux formations de langage, on va dire, entre les deux langues. Et ça s'accompagne de la valorisation du parent, donc qui est une expression que j'ai retrouvée dans tous les entretiens que j'ai fait et qui m'a été donnée spontanément par tous les professionnels, donc qui vraiment, les professionnels se placent vraiment dans essayent de renforcer cette dimension de coéducation avec les parents, et ça peut être un moyen de justement d'amener ça en valorisant le parent dans l'institution. Donc voilà, là je viens un petit peu aux questions, j'ai appelé ça difficulté, mais on va dire que c'est un petit peu les tensions, on va dire, sous-jacentes de ces pratiques et de ce qu'elles mettent en mouvement. Donc il demeure une certaine ambiguïté entre le plurilinguisme pour valoriser les langues parlées par la famille, puisque ces actions se sont surtout mises en place du fait d'un diagnostic propre au territoire et aux familles qui étaient présentes dans ces structures. Donc une ambiguïté entre cela et l'éveil aux langues qui est bénéfique à tous les enfants. Ça se traduit souvent par un manque de connaissances sur les apports cognitifs dans la structuration du langage, donc chez certains professionnels, et ça peut être quelque chose qui leur pose problème pour justifier de l'utilité de ces actions-là, notamment aux parents, quand ils doivent le dire aux parents, ou bien en faire bénéficier le reste de l'équipe. Il y a également, donc ça découle un petit peu une ambiguïté entre la visibilité du problème sur le territoire et l'utilité pour l'ensemble de la population, donc même la population qui ne serait pas concernée par des thématiques de plurilinguisme. Et ce qu'il faut voir aussi dans tout ce travail de bilan, c'est qu'il ne s'agit pas d'essentialiser le territoire et les questions de langue. Donc c'est des ambiguïtés un peu en termes théoriques, il n'y a pas de rivalité, on va dire, sur la pratique entre ces idées de plurilinguisme et ces questions d'éveil aux langues. Ça ne pose pas forcément de problème pratique,
mais c'est plutôt pour transmettre le message, pour transmettre justement ce besoin d'outils un petit peu. Et ça, un petit peu, ce que j'ai pu voir aussi, c'est qu'il y a une certaine confusion entre l'éveil et l'apprentissage, notamment chez les parents. Donc, notamment quand on leur demande quelles langues sont étudiées, enfin pas forcément étudiées, justement quelles langues sont rencontrées par les enfants, ils vont tout de suite me dire ils étudient l'anglais, ils étudient cela, et ça sortit un petit peu d'une faible conscientisation de la part des parents du plurilinguisme de leur enfant, et ce qui accentue un petit peu la dichotomie entre les langues légitimées et les langues illégitimes. Et d'ailleurs, une des solutions utilisées par plusieurs professionnels qui m'ont relayé ça, c'est de commencer dans ces activités d'éveil par passer par l'anglais, donc qui est une langue qui pose pas de problème, et pour ensuite arriver à des langues qui sont plus délicates, plus délicatement entendues par certains. Je confirme. Oui. Sur le terrain, c'est ce que je fais. Encore un petit peu. Ouais, donc une des difficultés dans toutes ces actions, c'est la question de la transmission et de la diffusion de l'action. Donc comment faire perdurer les actions au-delà des acteurs qui sont individuellement et pour des raisons personnelles engagés. Donc c'est quelque chose qu'on voit dans le sens général et qui se traduit très bien quand il y a des situations de turnover assez importants. Ça a été constaté dans des structures, quand il y a un professionnel qui a été formé, qui est sensibilisé, qui s'en va, les actions peuvent s'en aller avec lui. Ensuite, au niveau de la transmission, il y a la question de l'articulation entre la théorie et la pratique. Les outils qui sont donnés dans les formations, c'est des outils clés en main qui sont faciles à faire passer, mais qu'en est-il de la théorie derrière? Et c'est quelque chose qui est nécessaire quand quelqu'un est formé, puisqu'il a besoin d'avoir cette sensibilisation générale pour comprendre dans quel cadre il s'inscrit et quel est le sens de son action. Donc une enseignante justement disait oui, j'ai donné les outils, mais j'ai pas fait la théorie en leur expliquant bien que c'était important, parce qu'elle se sentait pas légitime elle se sentait pas sur son terrain de faire ça. Et ça pouvait justement être un petit peu un frein dans le développement des actions. Donc dans la formation, il y a un petit peu cette question de non seulement apprendre, mais aussi apprendre à transmettre. Donc ensuite, ça va avec comment mettre en place des actions pérennes, et il y a une grosse question qui revient, c'est la gestion du quotidien et comment intégrer ça dans la gestion du quotidien. Donc c'est une responsable de crèche qui disait on ne s'accorde pas le temps, on est concentré sur l'accueil des nouvelles professionnelles, la réorganisation du groupe. Donc voilà. Et enfin, le dernier point, la difficulté de l'évaluation de l'impact sur les parents, qui est quand même la chose qui serait la plus intéressante à évaluer. Et il y a un consensus des professionnels, c'est que les parents sont participants et sont co-constructeurs des actions, et que les actions ne peuvent pas se penser ni se faire sans eux, et qu'il y a des évolutions. Du coup, on est dans la relation de confiance et de partage, disait une responsable de crèche, mais j'ai constaté déjà dans le premier entretien groupe que j'ai pu faire qu'il y a une difficulté de prise de parole, que les parents ne se sentent pas légitimes à aborder les parents, ceux que j'ai rencontrés, ne se sentent pas légitimes à aborder ces questions-là, qu'il y a une certaine méfiance aussi, et l'impression que leur parole n'a pas sa place par rapport à ces questions-là. Et la grosse difficulté, c'est que les représentations négatives qui sont en train de se déconstruire dans ces actions-là ont été fortement intériorisées par les parents. Donc là, c'était une maman de la pause lecture qui me disait ah bah oui, en parlant de la langue française, ah bah oui, c'est la langue la plus grande. Et quand une autre, je lui ai demandé si elle avait transmis la langue arabe, donc qui était sa langue maternelle, elle dit oui, j'essaye, c'est pas facile parce que mon entourage ils m'aide pas. Donc en parlant de l'école, etc. Donc il y a eu une discussion à ce sujet-là parce qu'une maman qui était présente a dit que non, elle pensait que c'était quand même possible, mais elle m'a dit après qu'elle avait déjà eu à discuter avec un enseignant qui lui avait dit non, mais s'il a des difficultés en français, c'est parce qu'il parle déjà arabe. Donc il y a maintenant, enfin voilà, apparemment il y a eu une discussion, donc elle a pu échanger avec l'enseignant, mais c'est un discours qui encore peut se retrouver. Ensuite, au niveau de la question des enjeux sociaux, on va dire, et de la façon dont ce travail aussi autour de l'intercommunautaire et de la sociabilité et du renforcement des liens entre les différentes communautés linguistiques et culturelles, ça reste quelque chose d'assez aléatoire. On se rend compte que d'un côté, ça a quand même tendance aussi à beaucoup, par exemple par la pause lecture, ça a tendance à renforcer des liens sociaux qui peuvent déjà exister, et qu'il y a certes une création de nouveaux liens, mais qu'on peut se demander si elle ne reste pas un petit peu ponctuelle et liée aux actions portées par les structures. Comment évaluer justement la manière dont cette ouverture interlinguistique, intercommunautaire, et à quel point elle peut être diffusée en delà des actions. Voilà.